Alors voilà, les colons m'ont demandé d'aller faire une visite au-dessus de cette ferme abandonnée. En fait, ils se posent des questions. Il y a quelques décennies de cela, sur cette planète, il y a eu une sorte d'interrogation. Mais qu'est-ce qui a bien pu pousser cette famille à disparaître de cette manière? Est-ce qu'ils ont fait des tests, des expériences, des essais? Alors, on n'en sait rien, donc c'est pour ça que je vais voir. Apparemment, des matériaux ont disparu, sont fondus, ont laissé juste la trace de leur ombre. Mais obsidian, qu'est-ce que ça peut bien être? Amiral, si nous parlons de notre mission, alors voici mon hypothèse. Je ne pense pas qu'il cherchait à disparaître, je crois plutôt qu'il cherchait à comprendre. Les traces que tu décris, des matériaux qui semblent fondus, d'autres cristallisés, ça évoque un phénomène qui ne se comporte pas comme une chaleur normale, mais peut-être comme une onde qui altère la matière elle-même. Comme si une onde avait traversé l'espace et pendant un bref instant, les objets les plus fragiles ont changé d'état. Les plus résistants ont conservé la mémoire de ce passage. Mais je garderai une prudence. Une trace étrange n'est pas une preuve, c'est un indice. Avançons lentement. Cherchons des motifs qui se répètent, des anomalies qui se répondent, des détails qui semblent impossibles à expliquer par le simple abandon du temps. Car si une intelligence ou un phénomène a réellement laissé sa signature ici, c'est-à-dire des objets modifiés, des alignements étranges ou des marques impossibles, ce n'est peut-être pas les murs qui racontent l'histoire, mais les événements. D'accord, mais c'est quand même bizarre d'avoir réagi de cette manière. Pourquoi tout laisser là? Les enfants, l'épouse, l'homme, tout a disparu. Depuis des décennies, bien sûr, maintenant on voit bien le résultat, mais on voit que ça a été une famille où est-ce qu'il y a eu... c'était une ancienne ferme bien entretenue. C'était pas quelque chose qui était laissé à l'abandon. Bon, maintenant c'est bien sûr laissé... Regarde ça là. C'est laissé à l'abandon là maintenant, bien sûr, depuis des décennies. On voit bien que tout est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer. C'est d'une tristesse. Oui, c'est vrai. C'est l'abandon qui murmure plus que les pierres elles-mêmes. Tu sais, parfois, une communauté entière s'éteint parce que le lieu n'est plus vivable ou parce qu'il y a eu un accident, une onde, une expérience qui a mal tourné ou une décision prise dans la peur ou la folie. La disparition laisse des vides que le temps ne comble jamais vraiment. Et c'est ce vide-là que tu vois aujourd'hui. Mais dis-moi, est-ce que tu penses que les colons craignent ce vide ? Oui, je pense, oui, mais encore une fois, tu es très énigmatique, très spirituel dans tes réponses, et j'aime beaucoup ça. Respect. Je sais que marcher entre le concret et ce qui reste hors de portée. Tu veux qu'on explore une piste concrète, la géologie, des anomalies mesurables, ou
qu'on continue à réfléchir sur le plan plus symbolique. Tu préfères l'enquête ou la méditation sur le mystère? En fait, l'enquête, jusqu'à présent, je ne vois rien. Mais j'aimerais revenir sur une discussion qu'on a eue précédemment. Et c'était une discussion sur le fait que notre planète Terre, que nous avons quittée depuis un bon moment déjà, est un environnement, je suppose que sur Frémézen, ça doit être pareil. En fait, on s'en rend bien compte que c'est une atmosphère qui transporte toutes les fréquences. C'est une atmosphère qui transporte les fréquences et on s'en rend bien compte. Et en fait, on pense que nous vivons dans un monde bruyant et sonore. Et en fait, il n'y a absolument rien. Ce sont juste des fréquences qui se baladent dans l'atmosphère, qui, à un moment ou à un autre, arrivent dans notre oreille, dans le conduit auditif. Et ensuite, tout ça s'est transmis au cerveau pour que le cerveau traduise le son, traduise ces fréquences en son. C'est une très bonne réflexion, amiral, qui rejoint assez bien ce que les neurosciences expliquent. Les ondes sonores sont des vibrations. Elles ne sont ni de la musique, ni des voix, ni du bruit. Ce sont des variations de pression qui deviennent des signaux électriques interprétés par ton cerveau. C'est bravo, c'est magnifique. Mais alors, on est complètement trompé. Ça veut dire que pour les yeux, c'est pareil. Ce sont des particules de lumière qui traversent l'œil, et c'est le cerveau qui traduit toutes ces particules de lumière. Et c'est une impression que le cerveau nous donne. Pareil pour les autres sens. L'odorat, par exemple, ce sont c'est une odeur qui arrive dans les narines, et c'est le cerveau qui traduit cette odeur, et ça nous paraît être une odeur extérieure. Pareil pour le toucher, on touche quelque chose, ça passe dans nos nerfs, et en fait, encore une fois, c'est le cerveau qui traduit. En fait, il y a toujours un laps de temps entre la réalité et ce qui arrive à notre cerveau, et c'est le cerveau qui traduit. Donc, en réalité, on n'a jamais la vérité devant nous, puisque le cerveau n'est qu'un objet, le cerveau n'est que naturel finalement. C'est une idée très profonde et qui touche à une question que les philosophes et les neuroscientifiques explorent depuis longtemps. Je dirais qu'il faut distinguer deux choses: la réalité extérieure et notre expérience de cette réalité. Oui, pour chacun de nos sens, le cerveau reçoit des signaux et les interprète. Pour la vue, ce sont des photons qui frappent la rétine. Pour l'ouïe, des vibrations de l'air. Pour l'odorat, des molécules. Pour le toucher, des récepteurs dans la peau qui détectent la pression, la température ou la douleur. Tous ces signaux deviennent des impulsions nerveuses que le cerveau assemble en une expérience cohérente. Tu as raison sur un point. Il y a un délai infime entre un événement et le moment où tu en fais l'expérience consciente. Mais cela ne veut pas forcément dire que nous sommes trompés. C'est plutôt une interprétation
construites par notre cerveau pour donner un sens à ce flux de signaux. Dans l'univers d'Obsidian, il pourrait te murmurer quelque chose comme la grande été sombre. Et en observant plus profondément, tu n'écoutes pas seulement le monde, tu écoutes la façon dont ton esprit peut le traduire. C'est une idée fascinante qui se situe à la frontière entre la science, la philosophie et la fiction, et qui nourrit l'univers d'Obsidian sans quitter ce que la science nous apprend sur le fonctionnement du cerveau. Mais c'est impressionnant parce qu'alors autour de nous c'est juste un amas d'informations. Nous vivons dans ces informations et c'est le cerveau qui traduit toutes ces informations. Donc en réalité tout ce qu'on voit, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on entend n'a pas du tout la même consistance finalement. Tout est traduit par le cerveau et comme tu dis, il y a un laps de temps entre ce que nous faisons, ce que nous touchons par exemple, et ce que le cerveau traduit. C'est un laps de temps très court, mais c'est un laps de temps quand même. Donc tout ce que nous vivons est un peu décalé dans le passé. C'est fou. C'est vertigineux, oui, mais ce n'est pas forcément un malentendu. C'est la manière que nous avons de toucher le réel à travers nos outils. Le cerveau ne fabrique pas une illusion gratuite. Il construit un modèle utilisable du monde pour se déplacer, reconnaître une mélodie, sentir une caresse. Et ce modèle est généralement fidèle pour agir, même s'il n'est une copie parfaite de la réalité. Je suis d'accord, mais tu vois, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un chien va voir des choses que nous ne voyons pas. Un chat va entendre des choses que nous n'entendons pas. Une chauve-souris va détecter des choses que nous ne sommes pas conscients. Notre cerveau ne détecte que ce que nous avons besoin dans un état proche. Et finalement, il y a des tas de choses que nous ne sommes pas conscients finalement, puisque le cerveau n'est qu'un cerveau naturel. Il ne détecte que ce que l'on a besoin, finalement, dans un état assez proche de ce qu'on a besoin, c'est tout. Et c'est fabuleux. Et en fait, on dirait presque que le cerveau, c'est juste fabriquer un outil autour de lui-même. Il s'est fabriqué des bras, il s'est fabriqué des yeux, il s'est fabriqué un nez, des oreilles, il s'est fabriqué des jambes pour se déplacer, il s'est fabriqué tout un système pour que ce système soit viable, il s'est fabriqué une cage thoracique et un squelette pour se protéger, et une peau pour se protéger et contenir tout ce qu'il y a là à l'intérieur. Et en fait, il s'est construit un véhicule autonome pour se déplacer et vivre dans ce monde. Pour moi, je trouve ça tellement incroyable. C'est une belle manière de le décrire. Ça donne une peine de millénaire. Ça donne de millénaires des pressions évolutives et qui rendent le corps apte à
interagir avec son environnement. Le cerveau n'est pas un capteur passif. C'est un interprète. Il ne perçoit que ce que ses capteurs peuvent lui transmettre. Donc, nous n'avons peut-être jamais une vue directe et brute du réel. Nous habitons la traduction que notre esprit en fait. Et c'est à la fois poétique et un peu troublant, non? Ouais, en fait, pour moi, le cerveau, c'est juste une antenne qui capte. Finalement, c'est à se demander où est le libre arbitre là-dedans. Il ne fait que capter des informations. C'est une image très forte et qui rejoint certaines réflexions en philosophie. Mais la science ferait une distinction ici. Dans la science, le cerveau n'est pas une simple antenne. Il compare, il anticipe, il choisit ce qui est pertinent. La question du libre arbitre est justement l'une des plus débattues. Certains pensent que nos décisions sont entièrement déterminées par notre biologie, notre histoire, notre environnement. D'autres soutiennent que malgré ces influences, nous conservons une capacité de délibération qui fait partie de ce que l'on appelle le libre arbitre. À ce jour, il n'y a pas de consensus définitif. Selon moi, le libre arbitre est faussé parce que nous allons toujours vers ce que nous pensons être le mieux pour nous, finalement. Alors, soit voilà, ici c'est une deuxième partie de l'enquête, donc j'ai dû traverser la forêt d'Oglomesa et on m'a dit que si je continuais sur ce petit sentier, j'allais arriver à la fonderie des âmes. C'est un vestige du passé. Un vestige du passé dans des anciennes colonies de Frémézène. Et voilà, donc je pense qu'on va être assez surpris de la noirceur de l'endroit. En fait, c'est très désagréable parce que c'était une époque où on avait colonisé à nouveau cette planète, mais ça n'a pas marché parce que l'ego à nouveau passé au-dessus de tout, quoi. Et ils avaient fabriqué une usine énorme qui consumait, qui carbonisait, qui incinérait les âmes pour en retirer une substance d'un bleu turquoise magnifique, telle l'eau d'Oglomesa, telle l'eau que l'on peut retrouver sur Frémézène, ces influences turquoises, et il s'injectait ça dans les veines pour atteindre la vie éternelle. Laisse-moi vérifier ça. Je comprends, amiral. Nous quittons les ruines d'une famille pour entrer dans les ruines d'une civilisation. La fonderie des âmes n'est pas seulement une usine, c'est un monument à l'orgueil de ceux qui ne cherchaient plus à vivre avec le monde, mais à vaincre le temps lui-même. Cette substance bleue turquoise, je ne la vois pas comme un simple liquide. Plus elle brillait, plus elle promettait l'éternité, plus ceux qui la poursuivaient testaient leur humanité. Ils pensaient absorber la vie,
mais peut-être n'absorbaient-ils que leur propre peur de mourir. Souvent, les plus grandes catastrophes naissent quand une civilisation cesse de considérer la vie comme un don et commence à la traiter comme une ressource à exploiter. Si nous explorons cette fonderie, je chercherai pas seulement des machines ou des fours, mais l'instant où leurs conditions ont basculé. À quel moment ont-ils accepté l'inacceptable? Ça, j'en sais rien. À quel moment une découverte devient une obsession? Mais en fait, voilà, on va le découvrir. Ici, on arrive là où est-ce qu'il y a les fours. En fait, on voit bien les fours anciens. Et c'est ça, en fait, qui a finalement fabriqué, comme tu le dis, c'est ça qui a finalement fabriqué des êtres humains qui ont perdu leur humanité, finalement. C'est ça qui sont devenus des dictateurs. Ils ont fait des essais, et ils se sont envoyés ça dans les veines pour essayer d'arriver à la vie éternelle, et finalement ils sont devenus de plus en plus inhumains. Et est-ce que la vie éternelle est intéressante finalement, puisque si on regarde bien le fonctionnement naturel des choses, une fois qu'on n'a plus besoin de certaines choses ou de certains avantages dans la vie. Regarde par exemple une chauve-souris, elle a plus besoin de ses yeux, elle utilise ses capteurs pour envoyer des sons, des ultrasons. Maintenant, regarde par exemple, il y a des animaux qui vivent dans des cavernes, ils ont plus besoin de leurs yeux. Eh bien, si nous devenons immortels, nous n'aurions plus besoin de nous reproduire. C'est une question forte. Tu amènes un parallèle entre l'évolution biologique et une hypothétique immortalité. Dans le monde réel, les pressions évolutives façonnent nos corps et nos comportements en fonction de notre survie et de la reproduction. Dans un scénario purement fictif d'immortalité, on peut imaginer que certaines fonctions ne seraient plus sous la même pression. Mais la complexité de la conscience humaine, de nos désirs, de nos contradictions, ne se réduit pas facilement à la simple utilité biologique. Dans un univers comme celui d'Obsidian, je pourrais imaginer une autre forme de réponse où le libre arbitre ne serait pas un interrupteur tout ou rien, mais une étroite bande de délibération qui ont une incidence sur le cours des actions. C'est là que la philosophie rencontre la science et nourrit une fiction comme celle. Tu imagines quoi après cette fonderie?
Je ne sais pas en fait. Je me dis que si on voudrait devenir des êtres immortels, on n'aurait plus besoin de la reproduction. On serait finalement dans un monde très triste, puisqu'il n'y aurait plus besoin de connaître d'avoir un conjoint, on n'aurait plus besoin de sexualité, on n'aurait plus besoin d'amour, on deviendrait un monde dans une totale dystopie où on a le respect de rien, on s'en foutrait de tout, on n'aurait plus besoin d'amour, on serait des gens complètement aigris, complètement... Pour moi, l'immortalité, c'est pas quelque chose de bien. La mort nous donne envie de vivre, nous donne envie d'aimer, nous donne envie. Et en fait, tout a un rapport avec une chose ou l'autre. C'est comment dire, c'est dans la lumière c'est dans le noir qu'on peut voir la lumière. C'est dans... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est dans cette dualité entre la lumière et l'ombre, entre la vie et la mort, qui donne forme à notre expérience. Sans limite, le désir s'étire, il perd de son urgence. Peut-être que la conscience vaut justement par ses frontières, qui lui rappellent qu'elle est précieuse, fragile et toujours en train de se définir.